C'est parti pour l'épisode 2. Si tu te souviens pas, dans l'épisode précédent, on a terminé sur une première connexion TCP avec le client de jeu. Donc aujourd'hui, on va continuer sur cette lancée. Je vais diviser cette vidéo en 3 chapitres. Le premier, on va reprendre un petit peu notre code et puis on va commencer à l'améliorer un petit peu. Il y a déjà plein de petites choses qu'on peut faire. Je vais t'en parler, je vais t'expliquer tout ça. En deuxième chapitre, je vais te décrire le protocole de communication entre le serveur de login et le client de jeu. En troisième partie, on va simplement envoyer un paquet et recevoir un paquet. Ce sera plutôt juste un buffer qu'un paquet, mais ça va être plus ou moins la même chose, tu vas voir. Si c'est la première vidéo sur laquelle tu arrives de cette série, ici il s'agit de créer un serveur de MMORPG en C++ pour un jeu qui est déjà existant. Donc on ne s'amuse pas à recoder le client de jeu, on s'amuse plutôt à recoder le serveur de jeu. Tu trouveras toutes les explications dans l'épisode 0 de la série. Tu peux également la trouver dans la playlist en allant directement sur mon compte. Et maintenant, c'est parti. Donc nous voilà de nouveau dans l'éditeur de code. Moi j'aimerais bien qu'on améliore un petit peu ces choses parce qu'il y a diverses choses là qu'on peut déjà faire. Et la première que j'aimerais bien faire, c'est ici, on a des affichages. Et pour le moment, tout part dans stdout, mais surtout, on a différents types de messages déjà ici. On va avoir une erreur de ce côté-là, on va avoir un message d'information de ce côté-ci. Dans un programme un petit peu sérieux, on va avoir besoin d'un système de log qui soit solide. Et celui-là, on va pas s'amuser à le recoder. C'est vraiment quelque chose qui peut aller très très loin. Donc on va plutôt prendre une librairie qui va être assez transparente avec la méthodologie qu'on utilisait déjà jusqu'à maintenant. Historiquement, l'include print et a fortiori l'include format qui va avec arrive en C++20, mais ils ont été créés en réalité par une librairie qui s'appelle FMT, qui est d'ailleurs toujours disponible, qui est excellente, et c'est elle qui a ramené la syntaxe et qui a ramené toutes les améliorations qu'on a aujourd'hui pour afficher et formater. Et une seconde librairie s'est construite par-dessus, qui s'appelle Speedlog, qui utilise exactement la même syntaxe, et aujourd'hui elle est également capable d'être construite avec format plutôt que d'aller prendre une dépendance supplémentaire. Et ici c'est ce qu'on va faire. Donc on va aller la chercher et on va la rajouter en dépendance de notre Conan file. Donc de la même manière que la dernière fois, on va aller chercher la dernière version disponible dans notre terminal. Voilà, et ici on a une version header only, super, et on a un flag qui nous permet d'utiliser FMT standard, tout simplement. Voilà, maintenant on n'a plus qu'à l'installer. Et on va aller la chercher également ici, et linker avec. Je suis pas sûr du nom de la target, la voici. C'est bon, on link avec, maintenant on va pouvoir l'utiliser ici. Donc au lieu d'utiliser print, ici, on va utiliser speedlog, tout simplement. Il y a deux versions. Il y a celle-ci, mais il y a également une deuxième qui est avec ce système de macros. La différence entre les deux, c'est que les macros peuvent ne pas être compilés du tout. Si j'affiche ce message au niveau trace, qui est le niveau le plus bas, mais que je ne paramètre pas la librairie pour inclure les traces, cet appel complet ne sera pas compilé. Ça le transforme en no-op. Donc c'est un gain pour nous. D'autre part, ça permet aussi de rajouter les informations telles que le fichier dans lequel ça a été écrit, etc. Voilà, on va tester ça. Ok, voilà à quoi ressemblent les logs par défaut. On a donc la date en version ISO, le temps avec les millisecondes, ça c'est important pour nous. On a ensuite le niveau de log qui est ici, la source du log qui est là, et ensuite notre message qui est ici, en dernier. Ce format, il est pas trop mal, mais on va le changer nous-mêmes parce qu'il y a différentes choses qui m'embêtent. La première, c'est que quand le fichier source est écrit à gauche, ça veut dire que le message qui est à droite va démarrer à une colonne différente à chaque fois. Et ce qu'on aime bien dans les logs, surtout quand on a énormément de lignes, c'est qu'on aime bien avoir des colonnes qui sont très claires. Et ce qui est important, c'est qu'on puisse lire les messages le plus rapidement possible. Les informations qui accompagnent le message, la metadata, donc la date, l'heure, le niveau de log, etc., c'est la partie secondaire. On a d'abord besoin d'avoir l'information du message. Donc on va aller le changer. Pour ça, il y a une fonction qui existe dans la librairie qui s'appelle setPattern. Donc on voit qu'elle va prendre une string, et ensuite il y a un deuxième paramètre pour le temps, mais celui-là on va pas le changer. Donc on a une string à lui donner. Où est-ce qu'on va trouver le pattern? On va tout simplement aller le chercher dans la documentation de Speedlog. On va taper pattern. Voilà. Et du coup on arrive dans la documentation officielle, et on va aller chercher les flags qui nous intéressent.
Donc par défaut, on va pas garder la date pour le moment. On va pas avoir un serveur qui va tourner pendant des jours. Donc pour le moment, on va juste avoir besoin de l'heure, et ce qui va surtout nous intéresser aussi, c'est l'affichage des millisecondes, parce que ça va nous permettre de voir, quand on va afficher des messages, le temps qui s'est écoulé, même s'il va pas être forcément ultra précis, mais ça va nous donner une bonne idée. La deuxième chose qu'on va garder, c'est le niveau de log bien sûr, et vous allez voir, il existe une version raccourcie. Elle va tout simplement servir à n'avoir qu'une seule colonne qui sera toujours de la même taille. Ensuite, seulement on mettra le message, et en dernier, on rajoutera la source du log. Ça, c'est très important parce que quand on affiche un log, on a envie de savoir où est-ce qu'il a été écrit. Surtout quand on a plusieurs logs qui affichent exactement le même message, mais qui sont dispersés. Donc on va commencer par aller chercher le temps, et si possible, le temps qui est écrit directement avec les millisecondes. Donc on voit que le temps avec l'isoformat qui nous intéresse, il est ici, et il est équivalent à ceci. Donc on va pas avoir les millisecondes qui sont là directement. Et nous, on va récupérer simplement ce paramètre. Donc pour santé, on va déjà l'inscrire ici. Entre crochets, le temps. Ensuite, on va vouloir entre crochets le niveau de log, mais uniquement la première lettre. Et ce qu'on va faire également, c'est qu'on va laisser la couleur sur le niveau de log. On va pas mettre la couleur directement sur le message, parce que ça va vite devenir un sapin de Noël. On va plutôt le laisser uniquement sur le niveau de log. Maintenant, de votre côté, vous pourrez faire comme vous voulez. Donc on va sélectionner le début de la couleur, ici. Ensuite, on va récupérer le niveau de log. Il est là, en version raccourcie. Ensuite, il faut fermer la couleur. Il est juste en dessous, ici. Ensuite, on veut notre message. Le texte à loguer, il est là tout en haut. Et pour terminer, on a dit qu'on voulait rajouter la source. Pour la source, on ne veut pas l'entièreté du chemin. Ça peut être intéressant parce que ici, dans l'IDE, vous voyez, la source, elle est cliquable. Je peux directement sauter dans le fichier et à la ligne. Maintenant, si j'ai plusieurs fichiers avec le même nom, ce ne sera pas cliquable parce que l'IDE ne saura pas résoudre quel fichier est en train d'afficher. Donc, on peut afficher le chemin complet. Maintenant, ça va être très très lourd. Donc, on va plutôt afficher uniquement le base name. Et on va lui afficher la ligne qui va avec, qui est juste là. Il est également possible d'afficher la fonction, mais vous allez voir que surtout avec MSVC, les noms de fonctions sont affichés au complet, et dès qu'on est dans des lambdas, ça devient complètement imbitable, et ça ajoute plus de bruit dans la ligne de log qu'autre chose, donc on va rester simple. Donc je vais clôturer mon programme, et on va voir où est-ce qu'on en est de notre pattern. Voilà, donc on a une colonne avec le temps, il nous manque quelque chose. Une colonne avec la source et de la couleur, et le message, avec notre fichier source. Il nous manque juste les millisecondes. On va aller chercher ça. On recommence. Ok. Maintenant, on est bon pour le système de log. On va pouvoir commencer à avancer. La deuxième chose que j'aimerais qu'on fasse, c'est la manière d'arrêter le programme. Actuellement, on stoppe l'IO context. Le problème de cette méthode, c'est que il y a toujours des fonctions qui sont en train de tourner dans la queue. C'est juste que la queue n'est plus en train de les exécuter. Donc ce que ça veut dire, c'est que s'il se passe des événements, on ne sera plus au courant. Là, au lieu de traiter toutes les fonctions dans la queue jusqu'à ce que la queue soit vide, on sort directement de la queue et on s'en va, et on laisse les choses en plan. Ça, c'est pas propre. Ce qu'on a vu, c'est que quand la queue a terminé, iocontext.run sort, et ensuite le programme se ferme tout seul. Donc plutôt que de stopper l'iocontext, ce qui nous intéresse en réalité, c'est d'arrêter la fonction asyncAccept qui est en cours. Donc on va déplacer notre signal, la création de notre signal, on va la mettre un petit peu plus loin. On va la mettre juste ici. C'est temporaire, ensuite on fera plutôt une classe pour gérer tout ça. Mais donc ici, on va plutôt récupérer l'acceptor. Et ce qu'on va faire ici, c'est que on va annuler. Alors ce qui peut se passer ici, c'est qu'une exception peut être levée, si jamais il se passe quoi que ce soit. Si on ne veut pas qu'une exception soit levée, il faudra sélectionner plutôt la deuxième version. Mais pour le moment, on va rester simple. Maintenant, si je CTRL-C, voilà, le programme s'est arrêté. Et lorsqu'on a une opération asynchrone en cours, et qu'on veut annuler cette opération asynchrone, la callback est toujours appelée, mais avec un code d'erreur spécifique. Ça tombe bien, on avait écrit un log qui est très intéressant, parce qu'il nous donne toutes les informations qu'on a besoin de savoir. Donc on sait qu'on a un code 995, qui est un code système, et il nous explique que l'opération s'est arrêtée parce que soit le thread est mort, soit l'application l'a demandé. Donc on va pouvoir gérer ce cas précis, si on ne veut pas afficher un message générique. On va complexifier un petit peu ici. On peut comparer la valeur, comme ça. Et ça tombe bien,
il me propose tout de suite Operation Aborted, qui est l'erreur 995 qu'on vient de voir juste là. Donc si c'est nous qui avons annulé l'opération, on peut par exemple écrire, et sinon on affichera une erreur parce qu'il s'agit d'un code qui n'a pas été géré jusque-là. Et voilà, les choses sont un petit peu plus propres maintenant. Maintenant, il y a une petite technique à laquelle je voudrais vous introduire. Vous vous rappelez, on a fait un bloc de code ici, qui était spécifique pour Windows, et qui utilise le système de macros. Bien souvent, pendant le développement, on va être en mode debug, et on va vouloir faire des choses supplémentaires en mode debug qu'on ne veut pas en mode release. Pour ça, ces mecs nous créent une macro automatique, qui s'appelle ndebug. Ce qui signifie tout simplement no debug. Donc cette macro est définie lorsqu'on n'est pas en mode debug. C'est un petit peu confusant parce que ça utilise une négation. Nous, on va vouloir plutôt utiliser une technique qui est sémantiquement plus lisible et plus intéressante. Tout simplement, on peut créer une variable constexpr, booléenne, qui va nous dire si on est en mode debug ou pas. Et on va justement utiliser cette macro. Donc si cette macro est définie, alors on est à true. Sinon, on est à false. Tout simplement. Et on va utiliser la même technique pour celle-ci. Parce que pour détecter Windows, il y a beaucoup plus que cette macro-là. Elle n'est pas toujours définie. Donc si on veut faire ça un petit peu plus proprement, Boost va nous aider. Il possède déjà une include avec une macro qui va un petit peu plus loin que ça. Et on va utiliser la même technique. Voilà. Et on va plutôt utiliser cette nomenclature. Ensuite, ça va nous permettre d'écrire ce genre de choses. Donc, ce code-là est un petit peu moins lisible sur le papier. Mais ça, c'est du code qu'on ne veut écrire qu'une seule fois et qu'on va aller mettre ailleurs. On ne va pas rester dans ce fichier-là. Maintenant, quand on lit notre code, ici, c'est beaucoup plus clair. On reste dans l'indentation normale du code et on n'a plus des instructions de préprocesseur qui cassent le flow. Donc on va tout simplement aller ranger nos variables dans un nouveau fichier qu'on va créer et qu'on va appeler compileTimeConfig. Et ensuite on va l'ajouter à notre CMakeList. On va mettre ça dans un joli namespace. Super. On s'occupera de ranger tout ça dans une classe un petit peu plus tard. On va parler un petit peu plus du protocole en tant que tel. Rentrons un peu dans le vif du sujet. Histoire de ranger ça, je vais créer un nouveau dossier que je vais appeler doc. Et à l'intérieur, on va se créer un petit fichier donc le protocole, il est composé de deux parties. La première, c'est la séquence d'échange des messages. Et la deuxième partie, c'est à quoi ressemblent ces messages. Et histoire de faire ça de manière un petit peu visuelle, on va aller utiliser un outil que j'affectionne particulièrement. On va plutôt aller créer ça sur Internet. Et on va choisir un diagramme de séquence. Tout l'intérêt, c'est de pouvoir créer un diagramme juste avec du texte. On va pouvoir faire ça très rapidement. Donc notre client établit une connexion TCP avec le serveur. Le serveur va ensuite répondre au client avec un premier paquet. C'est lui qui établit la communication en premier. Dans un second temps, le client, à l'époque, utilisait un système de GameGuard pour contre la triche. Aujourd'hui, il a été désactivé pour les serveurs privés. Mais le client envoie quand même une requête au serveur à ce propos. Ensuite, le client envoie finalement ses identifiants au serveur. La partie identifiant est cryptée avec du RSA. On verra ça plus tard.
Une fois que le client est authentifié, il va requérir la liste des serveurs. Et enfin, il va se connecter à notre game server ensuite. Voilà un petit peu le déroulé. Ça, c'est pour la séquence de connexion. Elle est relativement simple, sachant qu'à chaque réponse, la connexion peut s'arrêter si le serveur n'est pas d'accord avec ce qu'a demandé le client. Ou si par exemple, le client est banni, ce genre de choses. Du coup, on va mettre ceci à l'intérieur de notre dock. Voilà. C'est ça que j'adore avec Sea-Lion et la série des outils JetBrains, c'est qu'ils poussent vraiment les fonctionnalités très très loin. Maintenant, je vais vous expliquer comment les paquets sont formés entre le client et le serveur. Une première partie qui est commune au serveur de login et au serveur de jeu, c'est la formation du paquet lui-même. Donc, pour le contenu de notre paquet, c'est plutôt simple. Dans un premier temps, on a 2 octets dans lesquels on va écrire la taille. Cette taille représente la taille du paquet entier. Donc ça veut dire qu'elle inclut ses propres 2 octets. Donc si par exemple on a un paquet de taille 15, les 2 premiers octets, ce sera écrit 15. Et la totalité du paquet sera écrite sur 15 octets. Ensuite, on a un OP-code qui peut avoir une taille légèrement variable. Soit il peut être écrit sur 1 octet, soit il peut être écrit sur 2 octets dans un cas particulier. Donc on va partir du principe qu'il est écrit sur 2 octets ici. Et enfin, on a le payload qui est ici. Donc ici, je vais lui mettre une valeur au pif parce que sa taille est variable. Donc dans le jargon, l'OP-code plus le body, c'est ce qu'on appelle le payload. Donc puisque nos paquets sont toujours formés ainsi, la méthode de réception va être assez simple. On va d'abord lire 2 octets, on va lire la taille qui est à l'intérieur, on va allouer le reste de la mémoire pour la suite du paquet, et ensuite on va la lire. Alors il semblerait que la syntaxe paquet est assez récente, et donc pour le moment le plugin de Mermaid ne le maîtrise pas, mais c'est pas grave, on va quand même le laisser ici. Ça permet soit d'aller le regarder directement sur internet, soit à un moment donné, quand le plugin sera à jour, la documentation pourra l'afficher également. Donc allons-y pour envoyer un premier buffer, et ensuite on va lire sa réponse. Dans un premier temps, simplement pour vous faire la démonstration de comment ça fonctionne, on va le faire de manière synchrone, et ensuite on modifiera le code pour passer de manière asynchrone. Donc première étape, il faut qu'on récupère notre socket. La socket, elle est juste là. Le problème, c'est qu'à la fin de cette fonction-là, la variable sera détruite, et donc la connexion sera perdue. Donc il faut qu'on extrait la socket dans une variable qui va perdurer le long du programme. Pour ça, je vais utiliser une technique assez simple. On va récupérer la variable dans un optional. On va simplement la créer ici. On va l'appeler client, tiens. Et on va la lui voler, tout simplement. Maintenant, ma socket va survivre. Et maintenant, on va lui envoyer de la donnée. Notre premier paquet consiste à lui envoyer 3 informations. Dans ces 3 informations-là, on a sur 4 octets le session ID. Donc ça, c'est simplement une variable qu'on va tenir à l'intérieur du login serveur pour identifier chaque connexion. Et on va la lui envoyer. Ensuite, sur 4 octets, de nouveau, on a le numéro de protocole du serveur. Au fur et à mesure de l'histoire, le protocole du login serveur a évolué. Ici, nous, on en utilise un qui est très précis, qui correspond à notre client de jeu, mais d'autres protocoles existent pour d'autres clients de jeu. Et enfin, ici, sur 128 octets, on a le modulus RSA. Pour l'obtenir, il va falloir faire différentes opérations RSA, et une fois qu'on l'aura, en plus, il faudra le mélanger à l'intérieur, avec une technique qui est précise, que le client attend, pour pouvoir faire l'opération inverse de son côté. Donc je ne vais pas pouvoir vous montrer maintenant comment est-ce qu'on obtient le modulus. Ça va nous prendre trop de temps, on va plutôt dédier un épisode à toute la partie cryptographie plus tard. Là, je vais simplement vous montrer, dans un premier temps, la technique basique pour envoyer un buffer avec Boostasio, et ensuite la technique basique pour recevoir un buffer en suivant la technique du protocole qu'on a évoqué tout à l'heure. Alors, on a dit que dans notre paquet, on avait toujours au début, sur 2 octets, la taille, et ensuite, sur 1 octet, l'OP-code. En ce qui concerne le premier paquet qu'on envoie, le paquet d'initialisation, sa taille est toujours fixe. Donc, en l'occurrence ici, on va pouvoir simplifier le propos, et on va créer un buffer qui va avoir la taille requise.
On verra pour lui mettre des valeurs intéressantes plus tard. On va partir du principe qu'il a de la donnée correcte et on va l'envoyer à notre client. Pour ça, la méthodologie est très simple. On a une fonction write, on lui donne notre socket, on lui donne un buffer, et ici, on n'a même pas besoin de lui donner ça, il va récupérer les données par lui-même. L'appel boost_out_of_write, il est bloquant. Évidemment, il y a une version asynchrone qui existe. Ici, je vous montre déjà la version synchrone. Une fois que cette ligne-là est terminée, on sait qu'on a envoyé toutes nos données. Si jamais la stack TCP avait besoin de splitter le paquet en plusieurs appels, boost_as_you_write s'en charge. Alors que si on utilisait les fonctions membres de la socket, on serait obligé de gérer nous-mêmes toute cette partie-là. Donc là, on a envoyé notre paquet au client. Maintenant, si tout s'est bien passé, il devrait nous répondre. Pour lire ce qui nous a répondu, on a besoin d'abord de récupérer la taille, comme on l'a dit tout à l'heure. C'est la première partie du paquet. Elle est encodée sur 2 octets. Donc on va utiliser un type standard, qui est toujours encodé sur 2 octets, qui permet de contenir un nombre. Et on va lire 2 octets sur le réseau à l'intérieur de cette variable. Et ici, il faut qu'on lui donne exactement la taille qu'on veut lire, et on va lui demander de lire directement à l'intérieur de notre variable. De la même manière, boost_as_you_read est synchrone, il est bloquant, et s'il fallait faire plusieurs opérations en dessous pour récupérer chaque octet, boost_as_you_read s'en charge pour nous. Une fois qu'on est arrivé ici, on connaît la taille. On va pouvoir redimensionner notre buffer à la bonne taille, et on va pouvoir lire la suite, dans un deuxième appel. Sauf que ici, on a expliqué tout à l'heure que la taille, elle se comprend elle-même. Donc il faut qu'on lui enlève ça. Donc ici, on va lui enlever la taille qu'on vient de lire. Voilà. De cette manière-là, boost_as_you va pouvoir lire à l'intérieur de notre buffer à partir du segment demandé. Si on veut écrire ça d'une manière un peu plus sympa, on peut utiliser un span. Et on peut lui donner ça directement. Alors, pour ceux d'entre vous qui ne connaissent pas span, il s'agit d'une vue sur un conteneur accès contigu. Donc il est capable par exemple de prendre un vector, il est capable de prendre un array, il est capable de prendre un C-array, il peut prendre ces différentes choses, mais par exemple il ne peut pas prendre une std list, qui n'est pas à un accès continu, ou plutôt ce qu'on appelle un random access. C'est-à-dire que span a un opérateur crochet. Toutes les classes qui n'ont pas un opérateur crochet ne peuvent pas être lues par span. stdlist n'a pas d'opérateur crochet par exemple. Donc il récupère le vector, il prend sa data, il prend sa size, et ensuite derrière on peut faire un sous-span et on n'a plus besoin de toucher à la taille. Ça nous évite d'écrire du code qui est trop compliqué. En plus maintenant on est prêt du coup pour accéder à l'OP-code. Une fois que la lecture a été faite, notre OP-code, il est simplement sur le premier caractère du payload, en ce qui concerne le login server bien sûr. Pour le game server on aura un algorithme légèrement différent. Et maintenant on est prêt à parser notre body. Nous y voilà. Donc comme vous pouvez le constater, le code pour envoyer est très simple, le code pour lire est un petit peu plus compliqué, mais pas énormément plus. Quand on va passer sur la version asynchrone, on aura un petit peu de code à faire pour gérer les erreurs. C'est ça qui va prendre le plus de lignes de code. Maintenant, la vraie question, ça va être de remplir notre data correctement. Pour le moment, on ne peut pas tester ce programme avec le client de jeu. Le buffer qu'on a envoyé tout à l'heure, il est complètement vide, il contient que des zéros. Donc là, ça va pas. Si par exemple, on voulait commencer par écrire sa taille, directement, on va utiliser une technique. On sait que la taille, au début, elle est écrite sur un uint16. On va déplacer ça juste ici. Et on va lui donner la taille, de cette manière-là. Et ensuite, on veut réécrire cette variable sur les 2 premiers caractères de notre buffer. Pour ça, on va utiliser même copie, qui nous propose une version pas trop mal, mais on utilisera plutôt sizeof de l'autre côté. Ici, on a écrit la taille directement. En ce qui concerne le premier paquet qu'on va envoyer, le paquet d'initialisation pour le client, son OP-code c'est 0. Mais si on voulait être explicite, on aurait simplement à l'écrire comme ça. On va plutôt utiliser la notation hexadécimale, puisque ça nous permet de représenter toutes les valeurs d'un octet sur 2 caractères. En réalité 4 si on compte le 0x. Mais ça nous permet d'avoir toujours le même nombre. Ce sera particulièrement utile quand on va commencer à afficher les valeurs dans les logs. La prochaine étape, ce sera de passer en mode asynchrone et de ranger tout ça dans des classes et des fonctions, parce qu'on commence à avoir différentes choses éparpillées un peu partout. Donc ce que je te propose, c'est déjà qu'on commence par créer une petite classe pour gérer ces choses-là. On va démarrer ici. On va créer une classe qu'on va appeler session. Et en premier lieu, elle est là pour prendre notre socket. Socket qu'on va déclarer juste ici.
Du coup, le code change très peu. Maintenant, on va lui donner deux fonctions. Mettons plutôt ici que on lui donne le buffer en paramètre. Voilà, et maintenant, on pourrait initialiser notre connexion de cette manière-là. On lui envoie un premier buffer de la taille requise, c'est-à-dire ici notre taille, notre opcode, notre session ID, notre protocole et notre modulus. Et juste derrière, on peut lire sa réponse. Et évidemment, on lira cette réponse-là en boucle. On va plutôt modifier notre fonction send pour prendre ici un span. Ça indique sémantiquement qu'on prend une vue. Cette partie-là, elle n'a rien à faire ici. Elle devrait aller là plutôt. Voilà. Ici, c'est plus cohérent. Le paquet sera formé à l'extérieur et ensuite il sera donné à la fonction send qui va s'occuper d'écrire la taille à l'intérieur et d'envoyer le paquet. Maintenant que tout est rangé dans les fonctions, on pourra passer à la version asynchrone assez facilement. Donc on peut directement démarrer une nouvelle version qu'on va mettre ici. Alors, quand on fait de l'asynchrone, on passe forcément en plusieurs étapes. On va d'abord avoir une première étape où on va lire de manière asynchrone la taille du paquet. Ensuite, une fois qu'on sera dans la callback, on va relancer une autre lecture asynchrone qui va appeler encore une nouvelle callback. Donc ça va diviser notre code de manière un petit peu plus conséquente. Et en plus de ça, les variables qu'on va créer localement, elles vont être détruites d'ici à ce que la callback soit appelée. Donc là, on va devoir changer un petit peu de technique. Il faut qu'on conserve notre buffer entre les différents appels. Donc on va plutôt créer un buffer ici. Et ce buffer, à chaque fois qu'on va démarrer un read, on va s'assurer qu'il est bien vide et on va lui donner une taille précise, mettons s'il n'est pas assez grand, histoire de pouvoir contenir au moins la taille qu'on s'apprête à lire ensuite. Là, c'est le moment de démarrer notre appel asynchrone. On lui redonne notre socket, on lui redonne exactement la même chose que tout à l'heure, sauf qu'effectivement, ici, il va falloir lui donner pile la bonne taille. On pourrait également utiliser la technique du span, juste là. Mais une fonction asynchrone, ça prend une callback. Donc ici, il va falloir qu'on lui donne quelque chose. En l'occurrence, on va faire appel à une fonction. Alors, toutes nos fonctions asynchrones, évidemment, prennent un code d'erreur. Sauf qu'ici, en deuxième paramètre, les fonctions de lecture, elles prennent la taille, c'est-à-dire le nombre d'octets qui ont été lus par la fonction. Ici, on lui a demandé 2 octets très précisément, donc on a, entre guillemets, rien à faire du nombre d'octets qui ont été lus. On ne va pas s'en servir. Et ici, on va donc appeler une callback où on sait qu'on a lu la taille. Il va falloir la créer, celle-ci. C'est une callback qui ne doit pas être exposée, donc elle va finir ici. Et qu'est-ce qu'on va faire ici? Eh ben, maintenant, on connaît notre taille. Il va juste falloir l'extraire. Débrouille pas trop mal cette complétion. Maintenant qu'on a récupéré notre taille, on peut redimensionner notre buffer à la bonne taille. Et on peut recommencer l'opération de tout à l'heure. On va relancer une nouvelle opération asynchrone pour lire notre buffer. Donc on va récupérer le code de tout à l'heure. Ça va être presque le même. On va appeler la version asynchrone. Et lui aussi, on va lui fournir une callback. De la même manière, le nombre d'octets qu'on a lu, on s'en manque un peu, puisqu'on a déjà récupéré la taille ici. Ici, on a le contenu de notre paquet qui est à l'intérieur. On pourrait récupérer exactement le même code, juste là. Il faut simplement qu'on recrée notre payload de cette manière. Et ici, on va faire des choses avec. Ce sera pour plus tard. On n'a pas encore géré nos erreurs sur nos fonctions asynchrones. De la même manière, il va probablement falloir les arrêter à un moment donné. Par exemple, si on essaye d'arrêter le serveur pendant qu'un client est connecté et qu'on est en train d'attendre qu'il nous envoie quelque chose. Donc on va avoir la même gestion d'erreur que tout à l'heure, sauf que celle-ci, on va l'avoir dans chacune de nos callbacks. Donc on va plutôt se créer une fonction pour gérer notre erreur. Et cette fonction,
Cette fonction va afficher tout simplement les mêmes logs que ce qu'on avait tout à l'heure. C'est simplement que les messages sont légèrement différents ici. Ceci étant dit, si on a une erreur, on ne veut pas procéder au reste de notre code. Donc ici, on va très légèrement changer le code. Voilà. Alors là, si jamais vous aviez jamais vu ça, j'utilise une technique toute bête. Quand on a une fonction qui return void, on peut tout à fait retourner le résultat d'une fonction qui elle-même return void. Il n'y a pas de problème avec ça. Ça m'évite de mettre ça sur 2 lignes et de rajouter des accolades, et donc du coup d'avoir 4 lignes au lieu d'une. La fonction handleerror peut être const. Et nous y voilà, on a une version qui est capable de lire nos paquets de manière asynchrone. Alors si on revient sur la fonction asyncread ici, on faisait un clear du buffer juste là, mais c'est une opération qui va pas être très intéressante. Le fait que le buffer soit maintenant en membre privé signifie qu'il va être réutilisé à chaque fois qu'on va lancer une fonction. Or, on va jamais s'amuser à aller lire la mémoire qui avait déjà été écrite auparavant. Et on va écrire dans les 2 premiers octets la taille, donc ça va être écrasé à chaque fois. Et ensuite, le reste des données qui ont été écrites derrière, elles seront écrasées jusqu'à la size qui vient d'être lue. Donc mettons par exemple, on avait un premier paquet de 150 caractères, puis ensuite on en a un deuxième de 80 caractères. Le simple fait qu'on fasse un resize ici, fait que les caractères qui étaient plus loin ne seront pas lus. La capacité du buffer ne va pas changer, donc en réalité, dans la mémoire, il y aura bien toujours ces caractères-là, mais les membres d'accès du vecteur, eux, prennent en compte la nouvelle taille. Donc en fait, on n'aura jamais de problème avec ce qui avait été écrit avant. On n'a pas besoin de s'embêter à remettre à 0 tous les octets. Une des choses dont il faut qu'on s'occupe également, la documentation de asyncread nous explique, ici, qu'on ne doit pas lancer d'autres opérations de lecture, telles qu'asyncread, pendant que c'est déjà en cours. Donc ce que ça veut dire, c'est que quand on appelle asyncread, on ne veut pas rappeler encore une autre fonction de lecture, ou rappeler une deuxième fois asyncread. Il faudrait qu'on se protège de ça. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre un flag à l'intérieur de la classe, qui va s'appeler reading, qui sera à false par défaut, et on va protéger nos fonctions de read ici. Tout simplement, pour le moment, il ne se passera rien. Dans l'idéal, soit on devrait lancer une exception, parce que ça ne devrait pas arriver, soit à minima afficher au moins un log. Pour le moment, on va rester là-dessus, parce que notre code ne devrait pas faire de bêtises. Maintenant, il faut qu'on set le flag. Donc là, on a 2 versions un petit peu différentes. Pour la version asynchrone, on va le lancer ici, et on va l'arrêter à la fin. Et alors, il faut qu'on l'arrête même quand il y a une erreur, bien sûr. Par contre, s'il y a une erreur pendant qu'on était en train de lire la taille, il va falloir l'arrêter ici. Voilà pour ce qui est de la lecture asynchrone. Pour le moment, on ne va pas faire d'écriture asynchrone. On n'a pas forcément d'intérêt à ça. Passer en écriture asynchrone, ça ressemble à une optimisation qui peut être un petit peu prématurée, donc pour le moment, on va pas le faire. Une protection qu'on veut mettre également sur send ici, c'est une précondition, c'est qu'on ne peut pas écrire dans le buffer s'il n'a pas la taille requise. Et en réalité, on ne devrait même pas envoyer un paquet qui n'a pas d'opcode. Voilà, et en dernière étape, il reste à savoir ce qu'on va faire du paquet qu'on vient de lire. On a 2 manières de le lire ici, et on va vouloir exécuter des fonctions de l'autre côté. L'exécution des fonctions en fonction du paquet qui a été lu, ce n'est pas du ressort de la classe session. La classe session ne fait que lire le paquet, et ensuite elle va le donner à quelqu'un qui va en faire quelque chose. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre une callback, et cette callback, elle va prendre comme paramètre l'opcode et un span. Et on va l'appeler packet handler. Il nous manque juste une petite fonction pour lui donner. Ici, on a un type qui est un petit peu compliqué, donc on va plutôt faire un typedef qui sera partagé avec tout le monde. Et maintenant qu'on a ce packet handler, on peut lui envoyer le contenu de nos fonctions, le contenu du packet. On peut même simplifier un petit peu ça. Nous y voilà. Ensuite, quand on crée notre client juste là, on peut lui donner son packet handler. Pour le moment, on va simplement afficher un log que nous avons reçu cet opcode qui fait tant de bytes. Et on va rajouter les 3 ici parce qu'en réalité, on a reçu également 2 octets pour la taille et un octet pour l'opcode.
Malheureusement, encore une fois, on ne pourra pas tester ce code maintenant. Pas avec le client officiel en tout cas. Ça, ce sera pour la vidéo d'après. Dans l'épisode prochain, on va continuer de faire un peu nos rangements. On va commencer à mettre la classe dans un fichier, on va ranger un petit peu toutes ces histoires d'acceptors également. On va nettoyer un peu la fonction main, ça commence à devenir un peu le bazar. Comme tu l'as vu, moi ce que j'aime bien faire, c'est aller au plus direct et ensuite ranger. Maintenant qu'on a du code capable de recevoir et d'envoyer de la donnée, il va nous rester à préparer de la donnée correcte. Mais juste avant ça, on n'a pas fait notre petite étape de Git. Donc on va faire ça maintenant. On va pas pouvoir tout mettre, on va pas terminer la branche maintenant, mais on va au moins démarrer. On va commencer par préparer une première branche, ici, qu'on va appeler Session. C'est une feature. Donc on a plusieurs étapes à l'intérieur. La première, c'était d'ajouter Speedlog. On va pas encore mettre les modifications, tu vois, on a fait un petit peu trop de code pour le coup, avant de faire des commits. On va pas pouvoir tout mettre ici, dès maintenant. Mais on va au moins mettre la base, histoire que le commit il soit cohérent et que ça compile quand même. Ici on va avoir un petit souci. Hop. On va rajouter le pattern là. Et on va considérer que la modification des logs, ensuite, elle se sera faite un petit peu plus tard. Par exemple, on peut déjà prendre ceci. Si on vérifie là, on a un remplacement qui s'est fait à cet endroit-là, qui est correct. Le reste, ça fait partie de toutes nos modifications. On le fera ailleurs. Donc ici, on va ajouter speedlog. Ensuite, la deuxième étape, c'est le compile time config. Et ici, on va simplement prendre le petit morceau qui se fait juste là. En troisième lieu, on a notre doc juste ici. Et le reste de ce code, on le continuera un petit peu la prochaine fois. Comme on l'a toujours pas testé, j'ai pas envie de faire une grosse étape encore maintenant avec. On va avancer et on fera des commits un petit peu plus cohérents plus tard. C'est tout pour cette fois, je te remercie. Je te conseille de t'abonner pour recevoir une notification dès la sortie du prochain épisode, et je te retrouve là-bas.